La rumeur circulait et montait depuis quelques jours, elle est désormais officialisée. Christiane Taubira est sortie du silence ce vendredi midi pour annoncer qu'elle envisageait de présenter sa candidature aux élections présidentielles. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qui disons-le ressemble plus à une déclaration en bonne et due forme qu'à un simple envisagement, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande donne rendez-vous à la mi-janvier. Détestée par l'extrême droite pour son combat antiraciste, celle qui était candidate à la présidentielle de 2002 pour le Parti radical de gauche bénéficie de nombreux soutiens. Des militants du Parti socialiste, bien sûr, mais aussi des membres de la primaire populaire, ce lobby citoyen qui milite activement pour une éventuelle union de la gauche. Mais au-delà de la pose et des affects, quelle est vraiment la trame idéologique de Christiane Taubira? Quels sont les ressorts de cette envie de Taubira, alors même que le flou demeure sur son projet politique? J'en ai parlé dans la matinale de ce matin avec Nicolas Framont, co-rédacteur de Frustration Magazine, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine et chroniqueur pour le Média TV. Et si, face au chaos ambiant, c'était une grande dame de la politique française qui pouvait nous sortir de l'impasse? Christiane Taubira, notre solution commune, on y croit dur comme fer, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle politicienne. Qu'en est-il vraiment? Taubira est-elle la clé pour nous sortir de l'enfer, le phare dans l'inconnu ou encore la lumière dans les ténèbres? Rien n'est moins sûr, écrit donc la rédaction de Frustration Magazine. On décrypte tout ça avec notre invité, son co-rédacteur en chef et chroniqueur au Média TV aussi, Nicolas Framont, notre invité du jour. Nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui sur notre plateau par le biais de la visio pour parler, donc évoquer la question Christiane Taubira que Frustration Magazine a, disons, posée dans le débat public avec avec un angle qui est plus politique, qui est plus un angle de fond que ce à quoi on a assisté depuis, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Alors on voulait revenir avec toi dessus. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, de la proposition politique de Christiane Taubira, on voulait parler un peu de tactique. Christiane Taubira est-elle candidate ou pas candidate? La question se pose, on sent une hésitation ou alors, disons, la mise en scène d'une hésitation. On regarde un petit magnéto. Ils vous attendent. Oui, mais moi je me tue à expliquer et je ne vais surtout pas le faire à cette génération. C'est une génération à qui il est important d'expliquer qu'il n'y a pas de personne providentielle. J'en suis absolument persuadée. Pourtant, vous êtes déjà présenté. Alors bon, il n'y a pas de personne providentielle, mais il y a quand même plusieurs personnes qui font croire, qui entretiennent l'idée que Christiane Taubira pourrait être la solution providentielle face aux divisions de la gauche et face, disons, à la montée en puissance du bloc de droite et d'extrême droite. À ton avis, elle est sincère quand elle dit qu'elle n'est pas candidate, ou alors elle entretient la rumeur sur le fait qu'elle serait intéressée? Ça, je ne sais pas du tout si elle est sincère, je ne la connais pas. Mais ce qu'on a pu voir, nous, c'est qu'il y avait quand même des petits réseaux de gens très minoritaires qui, en tout cas, agitaient en permanence cette possibilité-là. Et à la base, cet article, on l'a écrit parce que des gens nous disaient il faut vraiment en parler parce que, alors, je tiens à dire des gens très citadins, très parisiens, nous disaient partout où je vais, on m'en parle, je ne sais pas quoi répondre à ça, c'est un sujet qui revient tout le temps comme étant la solution, etc. Alors, chose dont moi, je n'avais pas du tout entendu parler en vivant en Charente-Maritime. Ça, c'est quand même aussi un détail géographique important. Donc, sa sincérité, elle, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont l'air de dire que ça serait la solution. Plein de gens qui sont sociologiquement situés. Sociologiquement situés, c'est-à-dire, tu peux aller un peu plus en profondeur, ils sont citadins, parisiens, bourgeois peut-être? Bah oui, c'est plutôt l'impression qu'on en a. Alors après, il faudrait des études pour confirmer ça, mais en tout cas, clairement, il y a un tropisme, je dirais même dans le monde du journalisme, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, la candidature Taubira, elle est toujours réintroduite par des magazines et des journaux, sans qu'il y ait d'événements spécifiques qui justifient d'en parler. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle-même ne fait pas grand-chose concrètement. Par contre, en fait, l'hypothèse Taubira, c'est comme ça que ça s'appelle souvent, est toujours ressortie par des journalistes. Ce qui est intéressant, parce que du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment une création d'actualité, c'est une création d'information à partir de rien.
sans que la première intéressée se soit prononcée. C'est ça qui est très étrange avec cette candidature, qui revient à peu près dans le débat public par la force médiatique tous les 2 mois à peu près. Alors, vous parlez donc d'engouement, de construction médiatique à propos de Christiane Taubira, qui représenterait, selon ceux qui portent l'idée qu'elle doit être la figure, disons, centrale à gauche, Taubira représenterait la synthèse, la possible symbiose de la gauche, ce concept dont à frustration vous dites vous méfiez comme de la peste, puisqu'il rassemble des gens qui ont soutenu la destruction du code du travail et celles et ceux qui luttent pour sortir du capitalisme. Mais en réalité, vous notez aussi que quand on parle de Taubira, il n'est pas question en réalité de tout cela, mais de Taubira qui incarne, qui parle bien, qui a la classe. On regarde un petit extrait qui montre quand même effectivement les compétences oratoires de Christiane Taubira. C'est un pays où on a humilié un gamin il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est autosaisie. C'est un pays où on humilie tranquillement, on prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents, les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays, alors que nous sommes tous en danger, alors que nous savons que les dangers climatiques ne peuvent pas attendre, que nous savons que l'injustice sociale, ça produit de la colère, de la rage. On sait tout cela. On peut pas s'amuser et simplement s'asseoir et dire je suis candidat. Et je ne critique pas celles et ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m'amuser et laisser, les Zemmour et d'autres. Après Zemmour, il y en aura d'autres, parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort matériel, un confort social, un confort moral, entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société et la présence des autres, on ne peut pas se permettre de jouer. Alors Nicolas, on a voulu passer cet extrait parce que finalement il incarne assez bien la puissance oratoire de Christiane Taubira et aussi la manière dont elle peut mobiliser des affects. Et les affects, c'est important quand on est dans une bataille présidentielle, dans une bataille électorale où finalement les gens votent avec leur cerveau, mais aussi avec leur cœur, avec leurs tripes. Est-ce que quelque part cette puissance oratoire n'est pas un atout, ne serait pas un atout pour justement le camp progressiste? Et est-ce que Christiane Taubira, en tout cas dans sa manière d'être, au-delà de ses idées, est-ce qu'elle n'incarne pas l'anti-Zemmour absolu? Oui, je pense que c'est ça qui donne espoir à beaucoup de gens, hein. D'ailleurs, dans notre article et comme dans la vidéo qu'on a produite ensuite, on ne dit pas que c'est dénué de réalité, cet engouement. Par ailleurs, elle a eu des discours très marquants. Moi, je pense notamment à son discours de 2013 quand passait la loi sur le mariage pour tous, pour toutes les personnes homosexuelles, par exemple, comme moi. C'est un discours marquant, c'est un discours d'anthologie très fort. Donc ça, je n'en doute pas, je ne doute pas de ses capacités oratoires. Mais voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est répondre à une question que personne ne pose quand il s'agit de la candidature de Taubira. C'est qui est cette personne politiquement, qu'est-ce qu'elle défend, est-ce qu'elle est vraiment de gauche, ou en tout cas, est-ce qu'elle incarne quelque chose comme une synthèse des différentes forces de gauche, puisque c'est un peu ça que les gens cherchent, et les gens qui pensent à elle voient ça en elle, parce qu'on voit bien que d'ailleurs, dans le site de la primaire populaire, par exemple, cette idée de faire une grande primaire de gauche, c'est sa candidature qui ressort notamment, et donc c'est le cas de beaucoup de gens, c'est de dire, c'est elle qui peut sauver la gauche. Nous, c'est ça qu'on a voulu interroger. C'est pas est-ce que c'est une bonne personne, est-ce qu'elle est charismatique, est-ce qu'elle parle bien, parce que ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Moi, j'en suis persuadé. C'est est-ce qu'elle peut sauver la gauche? Alors bon, déjà, qu'est-ce que la gauche? Ça, c'est une première question. Je constate que ceux qui posent la question ne définissent jamais. Or, nous, ce qu'on dit quand même, c'est qu'il est très important de définir ce terme. Et quand on est de gauche, par exemple, moi, j'estime que c'est combattre les formes de domination et espérer lutter pour une société plus égalitaire. Mais encore une fois, Manuel Valls est de gauche et il ne pense pas du tout la même chose. Donc, déjà, je me méfie de ce terme comme de la peste, comme on l'explique. Mais on a examiné quelles avaient été les prises de position de Taubira depuis le début de sa carrière politique. Et disons les choses très clairement, elle n'incarne pas la gauche.
elle n'incarne pas une position, même pas une position centrale dans la gauche. Alors ça, elle n'incarne pas une position radicale, mais admettons, c'est pas ce que les gens qui souhaitent sa candidature cherchent, mais elle n'incarne pas non plus une position centrale. Elle n'incarne pas une position synthèse. Justement, dans ton article, tu parles de 2002, parce qu'elle a été candidate en 2002, et d'ailleurs, elle a été accusée d'avoir fait perdre Lionel Jospin, mais bon, ça c'est un autre débat, parce que franchement, il y avait aussi d'autres candidats comme Jean-Pierre Chevènement, etc. Bref, elle était candidate en 2002, et tu dis que son programme présidentiel était ouvertement europhile et néolibéral. Est-ce que tu peux nous rappeler les points clés de ce programme présidentiel? Oui. Alors déjà, ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, tout le monde parle de sa candidature sans jamais revenir au fait qu'elle a déjà été candidate. Alors certes, c'était il y a 20 ans maintenant, mais je veux dire, la plupart des politiques français, si vous regardez, en 20 ans, ils n'ont pas beaucoup changé. Ou alors, quand ils ont changé, ils l'ont fait savoir. Elle n'a jamais dit qu'elle avait changé depuis 2002. Ça, c'est une première chose. Elle n'a jamais renié son programme de 2002. Et son programme de 2002, donc il est consultable en ligne, hein, il est sur le site vipublique.fr, comme tous les programmes politiques de toutes ces présidentielles. Et dans ce programme, il y a des axes qui effectivement nous ont interrogés. Donc je les redonne, notamment, c'était quelqu'un qui défendait une constitution fédérale européenne, donc qui était clairement europhile. Là-dessus, elle n'a pas changé. Donc quand même, une constitution fédérale, c'est un pas très fort par rapport à ce qu'ils nous disent maintenant. Elle défendait un régime présidentiel plus fort, avec même la suppression du poste de Premier ministre. Donc ça, c'est ce qui s'est un peu passé de fait ensuite, parce que à partir de Nicolas Sarkozy, le Premier ministre était un personnage très secondaire. Mais également sur le plan social, elle défendait une baisse de l'imposition des plus riches, par exemple, en disant noir sur blanc dans son programme que la progressivité, certes, de l'impôt est conforme au principe d'une fiscalité républicaine, mais elle ne doit pas pour autant décourager l'effort et l'initiative et doit donc s'accompagner de la fixation de taux modérés, y compris le taux marginal supérieur. Donc là, c'est exactement ce qui a été appliqué depuis par Nicolas Sarkozy puis Emmanuel Macron, notamment avec une baisse de l'impôt sur la fortune puis sa suppression. Et puis, des choses qui ont également été mises en œuvre depuis, c'est comme par exemple la suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qui est défendu par toute la France néolibérale et qui a été mise en œuvre par Macron notamment. C'est de faire en sorte que ce soit l'impôt qui finance notre protection sociale et non plus la cotisation, comme ça avait été prévu par les fondateurs de la sécurité sociale. Et ça, c'est un pas énorme qui a été franchi. On a eu l'occasion de le documenter, comment la protection sociale en France avait été vidée de sa substance, et Taubira n'a pas pris de distance par rapport à ce genre de position. Donc, en fait, elle n'est pas, c'est pas quelqu'un de particulièrement à droite, particulièrement néolibéral, elle est juste autant néolibérale que la plupart des candidats et des personnels politiques, d'ailleurs, qu'on a eu depuis 20 ans. Et elle n'a pas pris de distance par rapport à ça. C'est pas quelqu'un qui s'exprime sur les sujets économiques et sociaux pour dire j'ai changé, j'ai vu les dégâts que ces politiques ont provoqués, donc je vais faire autrement. Non, elle entre jamais dans ce niveau de détail-là. Donc nous, il nous semble qu'à partir de ce moment-là, où vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans tous les dogmes qui ont été au pouvoir depuis 20 ans et qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire un pays très inégalitaire où l'alternative la plus sexy du moment semble être l'extrême droite. C'est ça notre situation à l'heure actuelle, hélas. Et ça peut changer, mais du coup, je vois pas pourquoi quelqu'un qui s'inscrit dans ces dogmes-là serait un recours possible. Enfin, revenons quand même au programme, revenons au fond de ce qu'elle défend. Et ça, pour l'instant, personne ne le fait. C'est là-dessus qu'on a voulu taper dans cet article, c'est-à-dire, ça suffit d'avoir des espoirs politiques basés sur des considérations formelles et esthétiques. Enfin, combien de fois on va faire ça ? Combien de fois on va nous prescrire des candidats qui ont la classe, qui parlent bien, qui sont charismatiques ? Macron, en 2017, il était très beau, il parlait très bien, il était très charismatique. Mais à quoi bon ? Alors, est-ce que finalement, c'est pas le côté militante pour les droits humains, justement, qui explique l'attrait pour Taubira et justement qui unifie aujourd'hui la gauche donc libérale, la gauche pro-business et la gauche, disons, sociale? Est-ce que c'est pas justement ça qui la distingue? Parce que elle a été des combats pour la reconnaissance de l'esclavage et la traite des négrières comme un crime contre l'humanité. Elle a été aussi pour l'adoption du mariage pour tous. Et finalement, ce sont deux thématiques progressistes. C'est vrai que ça n'enlève rien à personne, ça n'enlève rien aux plus aisés, mais quelque part, c'est une sorte d'affirmation de l'égalité des droits des personnes en droit et en dignité. Est-ce que c'est pas, peut-être pas en droit en tout cas, mais en dignité? Est-ce que c'est pas ça le secret, disons, de cet attrait? Oui, je pense que tu as raison là-dessus. S'il y a bien un point programmatique qui peut être évoqué,
C'est bien ces 2 points, particulièrement la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Dans l'article, on parle quand même de la question du mariage pour tous. Si on y revient, moi, j'en garde un goût amer parce que globalement, la façon dont ça a été mené par le gouvernement socialiste de l'époque, ça a été clairement instrumentalisé et pour que ça dure et pour focaliser le débat public là-dessus. Et les premières personnes qui en ont pâti de ce débat public à rallonge, ça a quand même été les personnes concernées, les personnes homosexuelles, bisexuelles, par exemple, qui ont subi une recrudescence de violence, quand même verbale, mais aussi physique pendant cette période. Faut pas le rappeler. Faut le rappeler stratégiquement la façon dont ça a été pris. Non, c'est la façon dont les choses ont vraiment, si on se met dans le contexte de l'époque. À l'époque, le président de la République lui-même avait pris un peu de distance avec la loi, avait parlé d'une clause de conscience pour les maires. Donc, le débat a été alimenté. Et encore maintenant, on a des gens qui nous disent que le mariage pour tous, c'était une façon de ne pas parler des vrais sujets, du chômage, etc. Alors, ce qui est évidemment faux, mais n'empêche que par la gauche socialiste, à l'époque, il y a eu clairement une instrumentalisation un petit peu de cette loi qui, en soi, évidemment, était nécessaire. Donc, ça, c'était une parenthèse là-dessus. Oui, elle incarne ce combat pour les droits humains, mais là aussi, méfiance. Méfiance, parce que Emmanuel Macron, en 2017, si vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait été même un peu encensé par Mediapart, etc., c'était quelqu'un qui, sur le plan des droits humains, justement, tenait des positions très progressistes, avait un discours critique de la police, par exemple. Mais tout ça a été réduit en miettes dès sa première année au pouvoir. Donc, en fait, voilà, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut différencier les postures des programmes. Et en France, on a besoin, sur une présidentielle, de pas uniquement faire confiance à des gens sur leur posture. Enfin, ça nous a menés dans le mur depuis très longtemps. Ce qui compte, c'est les programmes. Donc, c'est quoi le programme? Et quelqu'un qui ne s'est toujours pas présenté et dont on parle uniquement par rapport à ses qualités oratoires et ses postures. Voilà, les postures, ça peut avoir un impact, mais ça peut aussi ne rien garantir du tout. Ça nous semble être problématique. Et ça dénote pour nous une certaine vision bourgeoise ou petite bourgeoise de la politique, qui est une vision esthétique. C'est-à-dire qu'on vote pour des belles personnes, des belles idées, mais pas... et on se fout des conséquences réelles de ce que ça va donner. Et je pense que l'électorat Macron, c'est exactement ça. C'est des gens, en fait, le bilan de Macron, ça les intéresse pas du tout. Ils ont adhéré à une belle idée, à une belle forme, à des mots qui leur parlaient, projets, etc. Et ce qui se passe réellement, le doublement du nombre de SDF depuis 2012, ils s'en foutent complètement. Et je pense qu'il faut rompre avec cette vision de la politique, ou en tout cas, il faut prendre fortement ses distances avec. En tout cas, il y a des sondages qui sortent et qui, affirment que finalement 67%, je crois, des sympathisants de gauche considéraient qu'elle serait la meilleure, la mieux placée pour incarner l'ensemble de la gauche. Qu'est-ce que tu penses de ce type de sondage? Parce que effectivement, quand on parle beaucoup de quelqu'un, les gens répondent peut-être au sondage comme on répond à des questions de culture générale et en essayant d'être au plus près de la réponse qui doit être faite. Mais qu'est-ce que tu penses, disons, des sondages de ce type et plus généralement de la place prise par les sondages dans une sorte de compétition où finalement il y a énormément de candidats de gauche qui sont dans les starting blocks et la manière d'atteindre l'hégémonie, c'est finalement d'être haut dans les sondages? Évidemment, c'est catastrophique le poids qu'ont pris ces sondages pour la bonne raison que je ne vais pas revenir sur toutes les critiques méthodologiques, notamment qu'on a affaire à des panels de gens qui font ça sur Internet. Moi, j'ai déjà fait, quand j'étais étudiant, de répondre à des sondages pour avoir des bons d'achat. On fait quand même ça à l'arrache. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a la façon dont les questions sont posées. Évidemment, vraiment, la question... Est-ce que c'est quelqu'un qui peut incarner la gauche? Ça pose plein de sous-questions, du type, déjà, c'est quoi incarner? Voilà. Parce que aussi, cette façon de poser la question est un peu agaçante. Incarner, on est dans l'ordre de l'incarnation, on est dans l'ordre du sacré. Moi, ça ne me parle pas du tout. On voit bien que la question, c'est pas est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre un programme de gauche? Là, à mon avis, les réponses seraient un petit peu différentes. Et puis, évidemment, toujours ce problème, c'est quoi la gauche, en fait? Et si on ne définit pas ça un minimum dans la question, tout le monde va répondre à sa façon. Les personnes qui sont des néolibéraux, des macronistes de gauche, soi-disant, ils vont répondre ça, évidemment. Non, il faut vraiment... c'est très problématique, ces sondages. Moi, quand je faisais de la sociologie à l'université,
c'est pas pour dire c'est mieux à l'université, mais quand même, on faisait des enquêtes d'opinion, des enquêtes de valeur sur ce que pensent les gens. C'est des enquêtes qui sont très rigoureuses, où notamment chaque question est travaillée pour qu'il y ait le moins de flou possible dans les réponses. Et du coup, souvent, dans les enquêtes de valeur et les enquêtes politiques qu'on pratique dans un cadre universitaire, par exemple, on va poser des questions précises. Est-ce que vous pensez qu'il faut baisser l'imposition des plus riches, par exemple? Mais la question, est-ce que vous pensez que Christiane Taubira incarne la gauche? Je pense que vous, dans votre pièce, et moi de mon côté, etc., avec mes proches, on aurait 10 façons différentes d'y répondre. Donc, à la fin, le résultat est soumis à interprétation et le résultat sert juste à de l'instrumentalisation politique de ça. On voit bien la façon dont les termes sont posés, créer une réponse favorable à Taubira, parce que vous mettez Taubira et incarnation à côté, oui, effectivement, ça va bien, parce que c'est quelqu'un qui incarne des choses, qui est un personnage, et donc forcément que du coup, ça donne lieu à des réponses favorables. Encore une fois, je dis, posons la question, Taubira est-elle à même de porter un programme de gauche? À mon avis, je pense que déjà, on aurait beaucoup moins de réponses favorables. Enfin, il faudrait essayer. Alors, finalement, les militants de la primaire populaire qui a le vent en poupe en ce moment sont accusés de jouer l'agenda de Christiane Taubira. Ils sont accusés sur aucune base qui est fondamentalement solide, mais on aimerait savoir quand même qu'est-ce que, à Frustration Magazine, et toi particulièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce concept donc de primaire populaire qui viserait à trouver un candidat, pas unique, mais en tout cas un candidat commun de gauche et qui permettrait d'avoir une sorte de dynamique à la Pécresse aujourd'hui, Pécresse qui a pris 10 points dans les sondages, on parle toujours des sondages. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez de la primaire populaire? Alors déjà, on a décidé de poser un peu le sujet. Là, moi, je vais essayer de me pencher dessus parce que quand même, ça soulève des questions, cette histoire de primaire populaire, parce qu'on voit qu'en fait, on a là affaire à un lobby. Alors, ils se décrivent eux-mêmes comme lobby citoyen, mais voilà, c'est un lobby, c'est du lobbying politique très organisé, avec des personnes qui travaillent à temps plein, qui vont de plateau télé en plateau télé, et qui ont une stratégie très claire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça commence à porter ses fruits. Donc là, on a affaire quand même à une forme politique nouvelle, qui se situe en dehors des partis politiques, et qui arrive à imposer des objectifs et un agenda médiatique. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et de se demander comment ils travaillent, qui sont les personnes. Alors, si on fait déjà un petit relevé sociologique de qui sont les militants de la primaire populaire, c'est pas populaire déjà. Bon, alors il faut toujours se méfier des choses qui se disent populaires, évidemment, tout comme des choses qui se disent de gauche. Mais déjà, si vous regardez la sociologie des militants de la primaire populaire, ce sont des jeunes gens issus de grandes écoles et d'écoles de commerce. On n'a pas quelque chose de populaire. Premier détail. Mais bon, évidemment, ils vont vous dire, oui, mais notre objectif, lui, est populaire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on en pense à Frustration? Nous, à Frustration, on ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Le cadre droite-gauche, il nous semble intéressant sur un certain nombre de questions, mais nous, notre combat s'inscrit dans un cadre de lutte des classes qui défend la classe laborieuse, qui défend la bourgeoisie. C'est ça notre cadre de pensée. Et pourquoi on a pris ce cadre de pensée-là? Parce que ça permet d'y voir beaucoup plus clairement que quand vous dites qui est de gauche, qui est de droite. Première chose. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on constate, c'est qu'eux, ils sont à fond dans le paradigme inverse, c'est-à-dire de se dire, nous, on veut un candidat commun à la gauche. Et ils ont, alors, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou du cynisme, de dire, pour nous, la gauche, ça va de Anas Kazib à Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, ça a toujours été la droite du Parti socialiste, qui est lui-même un parti qui n'est plus de gauche, au moins depuis 2013-2014, quand il y a eu, et même on pourrait dire depuis 2012, que la phase de gauche du gouvernement Hollande, elle a été très courte. Donc, c'est ça qui compte. Et donc, faire croire aux gens qu'il y aurait possibilité d'avoir un candidat commun entre Kazib et Hidalgo, c'est un mensonge. Donc déjà, ce sont des gens qui partent d'un mensonge. Empiriquement, c'est un mensonge. D'un côté, on a des gens qui se réclament de Trotsky et qui veulent une révolution sociale en France. De l'autre, on a quelqu'un qui ne veut pas transformer la société et qui veut plutôt la transformer vers plus de néolibéralisme. Voilà, c'est clair et net. Donc déjà, ça, c'est un premier mensonge. Et du coup, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge? Et moi, je ne sais pas si le plan ultime, c'est la candidature Taubira. Par contre, ce que je sais, c'est que comme d'habitude dans ces initiatives d'union de la gauche depuis quelques années, l'objectif, c'est de redonner un centre de gravité à la gauche qui soit du côté de la gauche néolibérale, c'est-à-dire en fait de la droite. Voilà. Alors ça, c'est notre conclusion. Et derrière, moi, je pense qu'il y a un vrai plan qui est, comme d'habitude, quand il y a cette stratégie d'union de la gauche, c'est de marginaliser les candidats de la gauche radicale, c'est de les accuser, eux, d'être à l'origine de nos problèmes.
Et ça, c'est ça. Et je pense qu'entre eux, c'est ça qu'ils se disent. Il faut arrêter au bout d'un moment de faire comme si il ne s'agit pas, c'est pas d'autre chose. La primaire populaire, telle que leur opération médiatique se fait, ça sert à marginaliser Jean-Luc Mélenchon et ça sert à marginaliser l'extrême gauche en les faisant passer pour les sectaires. Et ce faisant, ça sert à reconduire la narration dominante qui est de dire que il y a d'un côté les extrêmes irresponsables et irréalistes et de l'autre la bonne gauche raisonnable qui est au pouvoir périodiquement depuis Mitterrand avec les effets antisociaux qu'on connaît. Voilà. Moi, je pense que ma conclusion personnelle, c'est celle-ci. Maintenant, il va falloir creuser le sujet. Et je pense que tout le monde doit le faire. C'est-à-dire, au bout d'un moment, faut arrêter d'accueillir un discours qui est mensonger empiriquement. Il faut arrêter de faire semblant que la gauche, c'est un tout qui va de Hidalgo et Casil et qui existe, mais qu'on me donne les points communs entre ces personnes. Vraiment. On peut aussi imaginer, en tout cas certains analystes un peu perfides peut-être estiment que, en gros, la primaire populaire est saisie par le Parti socialiste pour finalement rectifier son candidat. Un Parti socialiste qui prend acte du caractère un peu carent de Anne Hidalgo et qui veut profiter de la primaire populaire pour faire monter donc en tout cas dans la liste des potentiels candidats, d'autres personnes qui seraient plus compétents, notamment Christiane Taubira, mais pas que Christiane Taubira. Tout à fait. Oui. En fait, ce qui est intéressant dans notre vie politique, c'est que le Parti socialiste est en voie de disparition, ce qui est une très bonne nouvelle, pour le coup, pour des gens qui défendent des idées vraiment de gauche ou qui veulent défendre la classe laborieuse face à la bourgeoisie. C'est une très bonne chose. C'est une des meilleures choses qui nous faut arriver ces 20 dernières années, c'est la disparition du Parti socialiste. Parce que, pour toutes ces raisons qu'on connaît, je ne vais pas les décrire maintenant. Par contre, le Parti socialiste, ça reste toujours une structure politique très forte, qui a énormément de réseaux, et qui veut énormément persister dans son être. C'est-à-dire que ça ne disparaît pas comme ça. Et donc, effectivement, c'est des tentatives pour exister par ailleurs. Et je pense que la primaire populaire en fait partie. Après, je n'irai pas accuser de lien formel, mais voilà, on sait que le Parti socialiste, ce sont des réseaux puissants qui ont quand même encore une vaste place dans notre vie politique. Et sans doute qu'à la primaire populaire, il y a aussi des gens sincères qui veulent sincèrement l'union de la gauche, ce que je trouve naïf et sans aucun fondement et irresponsable sur le plan politique. Et puis sans doute que dans les gens qui gravitent autour de cette sphère, il y a aussi des gens qui simplement veulent sauver le Parti socialiste de sa disparition, ce qui est effectivement une tentative désespérée, mais qui peut fonctionner, parce que le Parti socialiste étant le parti de la bourgeoisie depuis 30 ans, oui, du coup, il est fort et puissant, évidemment. Merci beaucoup Nicolas, on t'a accaparé ton début de journée, donc on te dit bonne journée à toute la Charente-Maritime d'ailleurs. Merci beaucoup, bonne journée à vous.